Chers collègues, nous reprenons nos travaux avec une nouvelle semaine dense d'auditions aujourd'hui et demain. Et nous sommes heureux ce matin de souhaiter la bienvenue pour cette première audition de la semaine au docteur Jean-Philippe Bertocchio, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le docteur Bertocchio dirige Skesi, une start-up cofondée par l'AP-HP et l'Université Paris-Cité pour développer des outils numériques d'évaluation de la qualité des soins, notamment par le partage de données en ligne et par la constitution de e-cohortes qui font l'objet de suivi. Monsieur Bertocchio présentera sûrement mieux que je ne pourrais faire certaines applications pratiques de cet outil numérique qui semble avoir fait ses preuves dans le domaine médical. La question, pour ce qui nous concerne, consiste à s'interroger ensemble sur une possible adaptation d'un tel outil afin de mesurer l'accueil dans les crèches en tenant compte des caractéristiques qui leur sont propres. Comme nous avons pu le constater tout au long des derniers mois, la mesure de la qualité de l'accueil n'est pas chose aisée. Les signaux d'une éventuelle dégradation sont plus ou moins perceptibles et ils peuvent relever de facteurs très variables. Par ailleurs, nous sommes tous éminemment conscients du fait que cette évaluation doit relever, in fine, d'une appréciation à hauteur d'hommes et de femmes, Madame la rapporteure. Faut-il pour autant se priver d'outils en support et à quelles conditions l'exploitation de tels outils est-elle envisageable ? Nous comptons sur vous, Monsieur Bertocchio, pour nous éclairer sur ces perspectives. Vous êtes une audition qui va traiter davantage de la qualité, pour le coup, un des enjeux que nous couvrons par notre commission d'enquête, et un peu une bouffée d'oxygène dans une série d'auditions qui sont plus liées à des questions financières ou de modèles, mais c'était important pour nous aussi de vous entendre. Je précise que l'audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. J'invite d'ores et déjà les collègues qui souhaiteront intervenir et poser des questions à la suite de la rapporteure à se manifester auprès de l'équipe d'administrateurs qui nous accompagne. Il me reste à vous rappeler, docteur, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, docteur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur Bertocchio, pour votre propos liminaire. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord merci beaucoup pour cette invitation à m'exprimer à ce sujet. Alors, en introduction, je voudrais quand même déjà dire que je ne suis pas un expert de la petite enfance, contrairement à tous les autres experts que vous avez probablement pu auditionner et que vous continuerez d'auditionner. Donc, mon expertise ne se positionne pas dans le domaine spécifique de la petite enfance, mais dans un domaine de la donnée rapportée par les acteurs et par les principaux concernés, et comment ça pourrait être adapté dans le domaine de la petite enfance. Peut-être pour rappeler d'abord d'où je viens, vous avez dit que je suis néphrologue à la Pitié-Salpêtrière, ce qui est vrai. Je suis aussi spécialisé dans les maladies rares. La particularité des maladies rares, c'est que ça touche des familles entières, des enfants, des adultes, des adolescents, à tous les âges de la vie, à des situations qui sont complexes. Et dans lesquelles, en fait, on a par définition peu d'individus, mais on peut avoir beaucoup de données par individu. Et suivre ces individus dans le temps va permettre de mieux appréhender les situations. Et les situations sanitaires dans ces pathologies-là ne sont pas liées qu'à des facteurs purement médicaux, mais aussi à des facteurs environnementaux et des facteurs sociaux. Et de plus en plus, on s'intéresse à l'interaction qu'il va y avoir entre le côté purement médical, purement biologique et la société en elle-même, et à quel point la société peut aggraver certaines situations ou en améliorer d'autres. Notamment, on connaît bien l'impact du secteur socio-économique sur la progression des maladies chroniques. Eh bien, c'est le cas dans plein d'autres situations. À partir de ça, il y a des chercheurs, deux chercheurs notamment à l'assistance publique hôpitaux de Paris, le professeur Philippe Raveau et le professeur Viet Citrade, qui ont voulu faire accélérer la recherche sur tous ces déterminants, alors que la recherche clinique est un secteur qui coûte extrêmement cher,
qui est très compliqué à mettre en œuvre pour des raisons réglementaires, pour des raisons organisationnelles. Et l'idée était de passer directement par les principaux concernés, les patients qui se prêtaient à la recherche. Et en étudiant ce qui se passe par les patients qui se prêtent à la recherche directement, sans passer par les soignants, sans passer par les établissements, on peut recueillir plus d'informations précises et notamment sur leur vécu. Ces données-là qu'on va récolter à partir de ces individus, ce qu'on appelle, alors je suis désolé, je vais utiliser des anglicismes, il faudra me le pardonner, mais c'est les termes consacrés, des patient reported outcomes, donc des données rapportées par les patients, qui sont des informations aussi précises que sur l'état de santé perçu, comme la qualité de vie, comme la douleur, comme les symptômes, mais aussi sur l'expérience des soins et sur le fait d'avoir été reçu de façon correcte et adaptée par rapport aux soins qui devaient être délivrés. Et je pense que c'est ici l'élément qui peut être assez central dans la situation des crèches. Et ce que j'ai pu comprendre dans la situation de la petite enfance, c'est qu'il y a une sorte d'inadéquation entre les attentes des familles, les attentes de la société et l'accueil qui parfois peut être proposé dans certaines crèches, dans certaines institutions. Eh bien, pour ça, du coup, c'est une situation qu'on vit déjà aussi dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans tout le secteur sanitaire. Et je pense que les crèches peuvent être quelque part rapprochées du secteur sanitaire. Et il y a eu au début des années 2000 une vague qui a été notamment théorisée par un Américain qui s'appelle Michael Porter, qui a réfléchi à comment on peut changer quelque part le modèle du système de santé en prenant plus en compte à la fois ce que les acteurs attendaient et ce que les receveurs, les patients, leurs familles allaient vouloir du système de santé. Et dans ça, ils se sont réunis. Il a proposé que les différents acteurs se réunissent, se mettent d'accord sur les indicateurs, avec des indicateurs qui soient à la fois des indicateurs et ce qu'on appelle en sciences expérimentales des critères un peu durs, comme la mortalité, la morbidité, le nombre d'infections, etc. Mais aussi des critères un peu plus dits mous, un peu plus de sciences humaines, où on va se dire qu'en fait, pour un individu, c'est bien peut-être de lui rendre la vue après une intervention de la cataracte, mais c'est aussi très bien de lui permettre de reprendre la lecture, de reprendre des interactions sociales, de reprendre une activité professionnelle si c'est possible. Et en fait, ces choses-là sont à mesurer et peuvent être mesurées, et on a des outils scientifiques qui permettent de mesurer ça. Et ma proposition, ce qu'on développe beaucoup chez Skesi, je ne sais pas si vous voudrez que je détaille cette partie-là ou pas, mais allez-y. C'est justement de transposer ce modèle-là dans le modèle des crèches. Chez Skesi, donc nous on est alors vous avez appelé start-up, je ne sais pas très bien définir ce qu'est une start-up, c'est encore un anglicisme, mais nous sommes une petite et moyenne entreprise avec une croissance forte. Nous avons été créés par l'assistance publique et les hôpitaux de Paris et l'université Paris-Cité suite à une invention du logiciel qui avait été fait justement par nos deux fondateurs, professeur Philippe Raoult et professeur Viet-Titran, avec un logiciel au départ qui permet justement de collecter ce type de données-là et de créer des cohortes. Alors, on me disait des e-cohortes. Qu'est-ce que c'est des e-cohortes ? Une cohorte, c'est le suivi de mêmes individus dans le temps. Une e-cohorte, c'est quand ça se passe en ligne. C'est pas très complexe, mais le fait d'avoir des individus qu'on va suivre dans le temps, ça vous permet de voir ce que des interventions que vous allez pouvoir faire vont apporter à, par exemple, certains déterminants ou certains indicateurs, comme par exemple la qualité de vie, la qualité d'accueil perçue, la satisfaction, les symptômes et tout un tas d'autres éléments. Avec ces outils-là, pourquoi Skesi a été créé ? Parce qu'au bout d'un moment, le service public, son travail n'est pas forcément de faire du développement de technologies, ni de les commercialiser, ni de les adapter à un marché en développement. Et donc nous, on a été créé spécifiquement pour ce process-là, et on répond à des besoins à la fois du service public et du service privé, mais il y en a d'autres aussi qui ont développé d'autres technologies relativement similaires maintenant, mais qui permettent de collecter ces données-là et de les suivre dans le temps. La différence, c'est qu'on va s'inscrire, nous, dans une entreprise qui est maintenant une jeune entreprise innovante, alors encore un anglicisme, une deep tech, donc une jeune entreprise de rupture avec des technologies qui vont permettre maintenant de suivre plusieurs individus rapprochés les uns aux autres avec
en réseau, et on en parlera probablement, mais un enfant, c'est pas un enfant seul, c'est un enfant qui est dans son environnement avec ses parents, qui sont parfois dans des familles multiples, avec des aidants, des grands-parents qui peuvent intervenir, qui peuvent aussi mesurer ou rapporter certains événements, et des personnels de la petite enfance, qui sont parfois multiples. Il n'y a pas que les crèches, parce que parfois il y a des multiplications d'aides et de recours qui ne sont pas que dans un établissement. Et donc maintenant, les outils permettent d'avoir ces différents acteurs qui peuvent rapporter des données autour d'un individu, et notamment des enfants. Mais là, je me perds un peu, on rentre dans les détails. Mais voilà, nous, l'idée de l'entreprise est de pouvoir faciliter ces collectes de données, faciliter leur utilisation et faciliter leur valorisation, que ça soit pour la recherche, donc pour identifier des nouvelles connaissances qui nous permettent de dire, ben là, on peut avancer, on comprend mieux comment est l'évolution de telle ou telle pathologie ou de telle et telle situation sociale, mais aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le soin courant, la prise en charge chronique, et de dire, bien, dans mon hôpital, dans ma clinique, dans mon service de santé, je vais mettre en place des mesures et j'ai besoin d'évaluer ces mesures. Et pour évaluer ces mesures, je vais avoir des indicateurs qui viennent bien de chez moi, je vous dis par exemple les infections nosocomiales, ou des indicateurs qui viennent directement des principaux concernés, les professionnels ou les patients. Merci docteur. Pour ce propos liminaire, avant de céder la parole à Madame la rapporteure, moi j'avais des premières questions qui viennent à la suite de vos premiers propos. Vous avez évoqué votre spécialité sur les maladies rares. On voit bien qu'aujourd'hui les connaissances évoluent énormément, notamment sur les troubles du neurodéveloppement, et donc il y a tout un enjeu de dépistage. Est-ce que, au-delà des maladies chroniques et, j'allais dire, qui peuvent être dans les soins courants, cette interface numérique pourrait permettre, j'allais dire, d'améliorer les dépistages, et quelles seraient les conditions, j'allais dire, éthiques, selon vous, pour un tel déploiement? Est-ce que ce serait à la main de la PMI, à la main des gestionnaires? Est-ce que ce serait avec le consentement des familles? Est-ce que ça pourrait avoir un rôle aussi dans la prévention des infections? Parce qu'il est souvent de coutume de dire les maladies circulent plus vite en crèche qu'ailleurs, et ça peut avoir un impact. Est-ce que il y aurait des indicateurs, notamment sur un certain nombre d'activités ludiques qui pourraient, j'allais dire, montrer des difficultés, j'allais dire, dans l'appréhension de l'espace, dans l'appréhension de la mémoire, ou sur un certain nombre de sens qui ne seraient pas forcément appréhendés? Et est-ce que l'interface que vous suggérez, d'une certaine manière, est-ce qu'elle devrait être systématique à l'échelle nationale ou au bon vouloir des structures? Parce que si on veut une démarche qualité et qu'on veut avoir des données en grand nombre, il faut à un moment le systématiser. Et est-ce que ces données pourraient être remplies à la fois par les professionnels et par les familles? Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà un certain nombre de points par rapport à ça? Merci. Alors, vous résumez bien une grande partie des difficultés de l'exercice. Hein. Merci. En pratique, ce qu'il faut considérer, cet outil, c'est comme une sorte d'outil de démocratie participative collaborative. Dans l'idée, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir un maximum d'acteurs qui puissent participer à cette collecte de données, à ces indicateurs. Et il faut qu'ils soient acteurs, il ne faut pas qu'ils soient passifs. Il ne faut pas qu'ils le conçoivent comme une contrainte, mais il faut qu'ils en comprennent quel est le bénéfice qu'ils vont pouvoir retirer de tout ça. Que ça soit les acteurs des professionnels de la petite enfance ou des professionnels de santé dans les établissements, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque part une sorte de flicage qui va avoir une énième couche d'administratif qui va leur dire là vous faites bien, là vous faites mal. Il faut que pour eux, mesurer ça soit aussi quelque chose, une façon pour eux de pouvoir quantifier ce qui va bien dans leur institution et ce qui va mal, et comment eux, ils peuvent aussi, en mesurant,
améliorer les choses. Je prends un exemple, notamment celui de Michael Porter sur, par exemple, la chirurgie dans la cataracte, par exemple. Mesurer le bénéfice qu'on apporte aux patients permet aux chirurgiens ophtalmologistes de préciser un peu plus la chirurgie qui vont venir ensuite et de ne proposer la chirurgie qu'à des patients qui vont avoir un réel bénéfice. Personne, moi je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, je pense que personne dans le personnel de la petite enfance n'a envie de maltraiter un enfant, je pense que aucun soignant n'a envie de maltraiter un patient. Mais en fait, quand on ne mesure pas ça et quand on n'est pas capable de voir si ce qu'on a fait a un bénéfice ou a pas de bénéfice pour telle ou telle personne, eh bien on n'est pas capable d'améliorer les choses derrière. Donc il faut le voir non pas comme un outil de sanction, mais un outil d'amélioration collective, avec des données aussi pour les patients, les parents, qui vont leur permettre de quantifier par exemple la progression de leur enfant, d'avoir des indicateurs qui vont pouvoir dire en amont ce qui va se passer. Et je me permets, est-ce que aujourd'hui dans cette idée, vous avez déjà identifié des freins législatifs ou freins réglementaires? Parce qu'on parle d'enfants. Oui. Alors, on parle de données de santé. Je crois qu'en France, on a un système réglementaire qui est quand même relativement bien fait, avec la CNIL qui a quand même bien anticipé beaucoup de situations. Et là, quand on s'intéresse aux enfants, on va s'intéresser évidemment quand les enfants ne sont pas capables de pianoter sur un téléphone, et on parle des crèches, donc c'est évidemment pas eux qui vont interagir directement avec l'interface. Il faut mieux éviter les écrans d'ailleurs. Voilà, ça va être plutôt leurs parents, ça va être en tout cas les tuteurs de l'autorité parentale qui eux vont pouvoir communiquer des informations et choisir qui sont parmi les aidants dans la famille qui vont transmettre l'information. La limite va en être s'ils décident eux, ça va poser des questions sur ils vont choisir aussi le périmètre. Je pense que ça fait partie petit à petit de l'apprentissage à travailler ensemble aussi, parce que je pense que plus ils auront confiance dans un système, plus ils élargiront le périmètre des données qui vont être apportées. Et je crois que les parents sont plutôt confiants, à mon avis, à l'idée d'avoir plus d'informations au sujet de leur enfant plutôt que moins. S'ils pouvaient avoir un retour, et notamment le retour qu'ils pourraient avoir, c'est de dire je vais avoir les évaluations par les professionnels de la petite enfance, je vais avoir les évaluations par mes pères aidants, la famille qui m'accompagne dans l'accompagnement de mon enfant, et je vais avoir des indicateurs qui vont permettre de dire l'éveil de mon enfant, la structuration sociale de mon enfant s'améliore petit à petit, ou là j'ai des indicateurs qui vont me permettre, des indicateurs consensuels, hein, encore une fois, l'idée est vraiment de trouver les bons indicateurs qui puissent être vraiment représentés, scientifiquement validés par les différents acteurs et qui soient acceptables par tout le monde. J'ai les bons indicateurs, plutôt que de dire là aujourd'hui il est grognon, je ne sais pas ce qui lui arrive et m'énerver, me dire non, mes indicateurs c'est des indicateurs dans le long terme, je vois que les courbes de progression de mon enfant en fait sont des bonnes courbes de progression, ou alors là regardez, et tout le monde va regarder, mon enfant en fait n'a pas la courbe de progression qu'on attendait. La question que vous me posiez notamment sur les maladies neurodégénératives, je pense que la question ne doit pas se poser au moment où elle est installée, mais ces outils sont des outils qui doivent s'installer dans la durée et dans la continuité de quelqu'un qui va très bien à quelqu'un qui est malade. En fait, il y a des états intermédiaires, il y a des états un peu de pré-maladie, pré-souffrance, et qu'on doit pouvoir détecter. Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez développé, vous l'avez dit, un outil qui permet de mesurer finalement la qualité de vie liée à la santé. Et dans le secteur des crèches, l'enjeu relatif au bien-être des enfants, au développement d'une pédagogie qui permette à l'enfant accueilli en crèche de bien grandir dans un moment dont on sait aujourd'hui qu'il est crucial pour son développement, est particulièrement fort. Donc si la question des modalités de contrôle se pose, celle du champ d'exercice de ce contrôle se pose aussi avec de véritables interrogations quant à la manière de mesurer la qualité d'accueil du jeune enfant, alors que le public des crèches est particulièrement vulnérable et ne dispose pas de moyens de communication standards. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait vous recevoir, parce qu'on se pose
vraiment des questions sur la façon dont on est capable de mesurer de façon objective cette qualité d'accueil, avec une dimension sanitaire qui est certaine dans l'accueil du jeune enfant en crèche. Je pense en particulier à tout l'intérêt que pourrait apporter votre outil sur la détection effectivement des handicaps de façon plus précoce que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a aussi une dimension éducative dans l'accueil de l'enfant en crèche. Et c'est vrai que je pense qu'on a une difficulté toute particulière à mesurer la qualité de prise en charge sur le plan éducatif dans un contexte par ailleurs, ce qu'on constate en tout cas au regard des rapports, etc., qui sont rendus, c'est qu'il y a potentiellement des décalages assez importants entre ce qui se passe dans les crèches et ce qui en ressort, qu'il s'agisse de stratégies de protection des personnels au sein de la crèche, que d'une perception qui n'est pas forcément la plus adéquate de la part des parents. Et donc, pour toutes ces raisons, on a une véritable difficulté à mesurer la qualité d'accueil du jeune enfant. Et c'est donc dans cette perspective-là qu'on a souhaité vous entendre pour essayer d'apporter des solutions à cette difficulté. Alors, j'avais quelques questions très pratiques. Donc, vous avez développé cet outil qui est lié plutôt à la qualité de vie, lié à la santé. Est-ce que vous pouvez nous démontrer en quoi il pourrait être utile au secteur de l'accueil du jeune enfant avec cette double dimension sanitaire et éducative ? Pensez-vous que la centralité du ressenti patient pourrait améliorer la qualité d'accueil des jeunes enfants, alors que les très jeunes enfants ne disposent pas de moyens classiques de communication, sont particulièrement vulnérables, et qu'il y a parfois un décalage important entre la perception des parents et la réalité qu'on connaît dans l'établissement ? Enfin, pensez-vous que votre outil numérique pourrait être utile aux PMI, gestionnaires de crèches, parents, dans la mesure de la qualité des jeunes enfants, et le cas échéant, servir de référentiel aux PMI pour opérer leur contrôle ? Et en quoi cet outil et le référentiel qui pourrait en résulter seraient plus efficaces que les dispositifs déjà en place ? Je vous remercie. Docteur, vous avez la parole pour répondre à ces questions de Madame la rapporteure. Merci Madame. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions et si j'en ai oublié, surtout n'hésitez pas. Elle va rebondir. Je vous ai prévenu. Sur la première question, sur la capacité à le faire auprès de jeunes enfants, en fait, je peux vous le dire, en fait, on le fait déjà. Notamment, alors plutôt dans le cadre de la recherche, mais ça se fait déjà. Il y a, nous, on le fait pour une équipe de recherche de l'INSERM qui a une cohorte qui s'appelle Coropreg, de femmes qui avaient contracté la Covid-19 pendant l'épidémie. Et l'idée est de suivre ces enfants tout au long de leur évolution. Et là, à l'heure actuelle, on fait du suivi des enfants à moins de 36 mois. Donc, vous voyez, c'est très proche de la population qui nous intéresse aujourd'hui. Et évidemment, ce n'est pas les enfants qui répondent, mais ce sont les mamans qui répondent. Mais il y a aussi une possibilité d'interroger le médecin généraliste et le pédiatre avec tout un tas d'outils qui permettent de mesurer l'évolution psychique de l'enfant et psychométrice. Donc on a des outils de détection qui existaient alors à la PMI ou qui existent en médecine générale et en médecine pédiatrique. Donc alors il y aura probablement des experts plus précis que moi sur ces sujets-là, mais pour répondre à votre deuxième question sur avoir un outil qui nous permet de mieux mesurer l'expérience d'accueil, vous soulignez à juste titre la dissociation qu'il peut y avoir entre la perception des parents et la perception des personnels de la petite enfance. Je crois que ça, c'est une force en fait de l'outil, de pouvoir dire en fait la différence de perception entre les acteurs, ça ne doit pas être vu comme une espèce de dissension et de discorde, mais un sujet justement de discussion et de dire ok, il y a probablement des choses sur lesquelles on est d'accord, et ça, mesurons ces choses sur lesquelles on est d'accord, et travaillons sur les sujets pour lesquels on n'est pas d'accord dans la perception. Comme ça, on va pouvoir identifier quelles sont les zones d'accueil qu'on a et qu'on doit pouvoir améliorer. Ce qui me permet de rebondir sur votre troisième question, sur quels sont les acteurs qui doivent être impliqués à l'intérieur. Je pense que tous les acteurs, et c'est
encore une fois, alors c'est pas mon maître à penser, mais je trouve qu'il a très très bien résumé la situation dans sa science des organisations, dans Michael Porter. Il dit, en fait, si vous voulez résoudre ce problème d'organisation, qui est un problème d'organisation sociale, mettez tous les acteurs autour de la table. C'est ce que vous faites, je pense, dans cette commission d'enquête. Proposons un dialogue commun et proposons de se mettre d'accord sur les indicateurs. Et pour ça, vous devez avoir donc l'État, les représentants de l'État, les collectivités territoriales, les financeurs, les parents et les professionnels de l'accueil. Et quand on aura mis tout le monde autour de la table en disant, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que le développement et qu'est-ce que c'est que l'accueil normal d'un enfant, la petite enfance, un enfant de moins d'1 an, un enfant de moins de 3 ans, un enfant jusqu'à 6 ans, un enfant qui sait parler, dire, écrire, compter, quand on aura les bons indicateurs, on pourra se dire, bien, il y a une partie des indicateurs qui doit être apportée par les parents, la famille, l'entourage, une partie des indicateurs qui doit être apportée par les professionnels, et on va essayer de déterminer ensemble quels sont les seuils d'alerte qui vont devoir alerter soit les professionnels directement, attention, là, la qualité de votre accueil se dégrade, soit les parents en disant, attention, vous avez des choses aussi à faire de votre côté, soit l'administration et notamment les financeurs de dire, attendez, là, la qualité de vie au travail de vos professionnels se dégrade, parce que je pense que ça, c'est un déterminant important, et quand la qualité de vie au travail se dégrade, probablement leur qualité d'accueil, leur qualité de travail se dégrade aussi, donc on peut agir très en amont. Attention, la qualité de vie au travail de vos professionnels se dégrade, donc là, vous avez certainement dans tel établissement des choses à mettre en œuvre, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, et quelles sont les actions plus précises, plutôt que d'aller, alors excusez-moi l'expression, mais de tirer au bazooka sur toutes les crèches et de dire il va falloir doubler les effectifs, rénover, etc., qui sont des choses importantes, mais peut-être de faire quelque chose d'un peu plus précis, ce qu'on appelle nous en médecine de la médecine de précision, et d'aller donner le bon soin à la bonne personne. Madame la rapporteure, on attend d'ailleurs dans ces recommandations de la médecine de précision. Oui, dans un champ d'intervention qui est tentaculaire. C'est assez intéressant ce que vous nous indiquez, parce qu'en réalité, ce qu'on constate, en tout cas au regard des premiers retours qu'on a pu avoir de la part des conseils départementaux, des départements sur la protection maternelle et infantile, c'est qu'il y a une disparité très importante dans les modalités d'exercice des contrôles, et qu'un outil qui permettrait à la PMI de cibler les contrôles sur place au regard d'un certain nombre d'éléments qui leur remontent, et effectivement d'indicateurs et de niveaux d'alerte, me semblerait être un outil qui faciliterait grandement leur travail, qui est essentiel si on veut assurer une qualité d'accueil dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Ma question, c'était donc le fait de savoir si vous avez éventuellement déjà été contacté par des départements, par des PMI par rapport à tout ça, ou éventuellement même par des acteurs de la petite enfance, en particulier des gestionnaires de structures d'accueil. Et également, est-ce que la question aujourd'hui, dans le logiciel que vous avez développé et au regard du suivi que vous faites d'un certain nombre de patients, et en particulier des jeunes patients comme vous nous l'avez indiqué, intègre déjà les conditions d'accueil de l'enfant jusqu'avant 3 ans, en particulier un accueil collectif, un accueil individuel, comment ça se passe au sein de la crèche, etc. Monsieur Bertocchio, vous avez la parole. Merci pour cette question. Pour être 100% transparent avec vous, non. Je n'ai pas été contacté encore par des personnels des établissements de petite enfance, et non, on n'a pas d'indicateurs spécifiques qui ont été développés. Je pense que ça, c'est à rapprocher de plusieurs choses. Petit 1, je ne suis pas sûr que les acteurs de la petite enfance connaissent la possibilité d'utiliser ce type d'outil, d'avoir ce type d'outil. Donc je pense que voilà. Et puis alors très clairement, nous on n'a pas d'équipe commerciale qui va aller démarcher les crèches. Voyez. Donc il n'y a pas un business particulier là, vous voyez. Donc je ne pense pas il n'y a pas de sujet commercial là. Nous, encore une fois, c'est dans le cadre de notre futur côté entreprise à mission, où là on se retrouve dans un sujet où, quand moi j'entends les débats, les discussions, je dis mais il y a une solution là, en fait, c'est mettre tout le monde autour de la table et pouvoir discuter de ça. Pour ce qui est de l'indicateur en lui-même, je pense que
hyper important de pouvoir co-construire cet indicateur et qu'il soit co-construit entre les professionnels, les parents et notamment, pourquoi pas, des pédopsychiatres ou des pédiatres ou des gens très spécialisés dans le domaine, qui puissent être consensuels derrière. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, hein. On peut avoir des indicateurs où, par exemple, les gens pourraient se mettre d'accord en disant c'est curieux, on a une dissension très très forte dans cet établissement entre ce qui est rapporté par les patients, par les parents et ce qui est rapporté par les professionnels. Donc il y a un souci, ils s'entendent vraiment pas, donc on va aller intervenir ici. Et l'idée, c'est comment on va rapprocher un peu plus et rapporter un peu plus de consensus dans ces établissements. Et la PHP, il me semble, gère une quarantaine de crèches, dont certaines ont des agréments à plus de 90 places. Et qu'il n'y a pas un territoire, un lieu d'expérimentation par rapport à ça? Eh bien écoutez, je vais revoir la PHP bientôt, je leur transmettrai votre suggestion. Madame la rapporteure. J'avais enfin une question sur l'anonymisation des données, et en particulier l'anonymisation des données qui remontent de la part des personnels. Parce que ce qu'on constate, c'est que les personnels voient beaucoup de choses, mais qu'il y a une pression assez importante qui peut être exercée, qui empêche la remontée d'informations par peur de représailles. Et donc ce serait très intéressant d'avoir la possibilité d'avoir des remontées anonymes qui permettraient, à mon avis, d'avoir des données plus fiables. Je ne sais pas si c'est possible avec cet outil. Monsieur Bertocchio. Alors, peut-être pour faire... Alors, je suis désolé, hein, c'est mon côté un peu professoral. Donc, pour la partie... quand on parle d'anonymisation, au sens de la CNIL, l'anonymisation, c'est une donnée... C'est quand les données, on ne peut pas remonter à l'individu particulier, on ne peut pas le réidentifier. Contrairement aux données directement identifiantes, où on a la possibilité de les identifier tout de suite, et des données dites pseudonymisées, dans lesquelles on retire les données directement identifiantes, mais avec beaucoup de travail, on peut quand même finir par réidentifier les individus. Nous, dans la solution qu'on propose, il y a, on collecte des données directement identifiantes. On est capable, pour certains sujets, notamment de récolter même le numéro de sécurité sociale et des données très sensibles. Hein. Nous, on est spécialisé dans les données très sensibles. La donnée de santé, c'est très sensible. Les données rapportées par les individus, c'est des données très sensibles qu'on met dans une structure logicielle particulière qui est une sorte de coffre-fort où on dissocie les données directement identifiantes des données de santé en elles-mêmes, où on est capable de refaire le lien, mais elles sont dans, en gros, deux coffres-forts séparés. Elles deviennent des données dites pseudonymisées. Anonymiser, ça nécessite vraiment, quand on veut avoir des données individuelles, ça nécessite d'utiliser des algorithmes un peu plus poussés. Et donc ça, on fait ça avec d'autres acteurs, notamment une autre start-up nantaise qui s'appelle Octopies, pour une partie des données, quand nous, on les met en données en open data. Alors, j'ai utilisé pas mal chez Talab notamment. Mais là, je pense que ce que vous mentionnez en particulier, ça serait des verbatims qui seraient remontés par des professionnels. Anonymiser de ce type de verbatim, c'est assez compliqué, parce qu'on ne peut pas anticiper exactement quel est le type d'information qu'ils vont remettre à l'intérieur. Et donc, il faut avoir du coup des gens qui vont relire et qui vont enlever les données qui permettraient leur réidentification. Mais je pense que pour répondre plus directement à votre question, le fait qu'il y ait un tiers qui puisse agir comme tiers de confiance, qui dise ça n'est pas mon employeur, ça n'est pas les parents directement, c'est un tiers qui va être le coffre-fort de ce que je vais remonter, et ce qui va être remonté, c'est pas une donnée forcément individuelle de tel personnel à rapporter ça, mais c'est de dire dans tel établissement, il y a cette information qui a été remontée et peut-être qu'il faut aller là-dedans. Donc je ne veux pas dire que c'est du coup Skesi qui ferait ça, mais il pourrait y avoir un groupe qui pourrait être fait au niveau local, départemental ou régional, enfin déterminé encore une fois dans la co-construction où ça serait, qui pourrait justement réanalyser ces verbatims et dire là il y a un message d'alerte à l'intérieur qui doit être traité relativement rapidement. Et là, il y a des messages qui sont peut-être moins urgents, mais qui sont plus sur le fond. Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez rebondir ? Non, je vous remercie effectivement des éléments que vous nous avez apportés qui ouvrent une porte pour développer effectivement une solution de mesure, je pense, prioritairement à destination des PMI et le cas échéant des CAF, mais je pense que c'est surtout, en tout cas en première lecture, un véritable outil d'aide à l'exercice du contrôle de la qualité
Et en ça, moi j'y suis sensible et j'attirerai l'attention sur l'existence et la potentialité de faire évoluer un outil pour qu'il soit adapté à la mesure de la qualité d'accueil du jeune enfant. Voilà, merci. Monsieur Bertocchio, vous vouliez nous partager d'autres éléments ou réagir ? Non, merci. Non, merci. Je pense que je pense que vraiment les éléments centraux dans tout ça, c'est vraiment la partie co-construction, mettre les acteurs autour de la table et qu'ils se mettent d'accord entre eux. Et je tiens beaucoup moi à la partie transparence de ce type de données qui permettent à tout le monde de se dire, mais en fait, ces données-là, elles ne sont pas faites pour, encore une fois, pour fliquer ou quoi que ce soit, mais pour que tous ensemble, on aille vers un meilleur accueil et une amélioration en fait, du service qui est apporté aux populations. Je me permets parce que on s'approche des semaines où on aura les recommandations de la rapporteure. Si on voulait porter une recommandation qui s'intéresse d'une certaine manière à votre suggestion, est-ce que de votre côté, vous avez identifié des freins qui sont d'ordre réglementaire ou législatif, ou c'est juste un sujet de volonté et qu'on pourrait mobiliser l'outil sans aucun souci, ou est-ce qu'il faudrait d'une certaine manière créer des dispositifs ? Parce que je sais qu'en matière de données de santé, quand on avait voulu avancer sur le portail, et sans revenir sur le plan Ma Santé qui a créé des difficultés, et je pense notamment au dossier médical partagé, le DMP, où c'est une forme de grande pièce comme ici, où on jette des dossiers. Mais il n'y a pas non, mais il faut imaginer, hein. Donc ceux qui renseignent jettent dans la pièce, et voilà. Et on voit bien que derrière, on n'a pas forcément organisé pour le coup, parce que les données, à un moment, on peut en mettre beaucoup, peut être collecté, mais après il y a une question de responsabilité aussi, surtout si, enfin vous avez parlé dans votre propos introductif de symptômes, voilà, on sait que nous on a eu des sujets potentiellement de maltraitance, parfois alors juste de douce violence, mais qui posent d'ailleurs un certain nombre de questions, et puis on a le sujet individuel pour chaque enfant potentiellement, donc on voit bien qu'il y a un sujet collectif, il y a un sujet individuel, et donc pour vous aujourd'hui, cette articulation sur les données, les questions qu'a posé la rapporteure, et vous aboutissez à vous souhaitez une forme de transparence, mais il faut un consentement initial. Est-ce qu'aujourd'hui, le système dans lequel on vit, avec les règles relatives à nos données de santé, les règles relatives aux mineurs, et notamment sur la protection de données relatives aux mineurs, est-ce qu'aujourd'hui l'environnement permettrait, j'allais dire, par exemple l'expérimentation au niveau de la PHP sur les 46 crèches, d'expérimenter l'outil pour détecter des problèmes de qualité, voire même susciter une montée en qualité. Alors oui, si on va un peu plus loin dans les risques de freins que vous avez, à l'heure actuelle, si tout le monde est volontaire dedans, il n'y a pas beaucoup de freins, parce que vous auriez les parents qui donneraient l'accord pour collecter ces données, les partager, les analyser, et je pense qu'un travail avec la CNIL vous permettrait de voir qu'il n'y a pas de frein. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si les parents, les tuteurs d'autorité parentale, parce que vous avez, je ne sais pas, un parent peut-être trop protecteur, ou un parent peut-être même qui est source d'abus chez ses enfants. C'est des choses que vous n'aurez pas. Si ce parent-là refuse de donner son autorisation, à l'heure actuelle, effectivement, il y a un frein. Et vous ne pourrez probablement pas collecter de données, en tout cas de données individuelles, personnelles concernant l'enfant. Vous pourrez avoir des données concernant quand même les professionnels de santé, mais j'espère que ça concerne une minorité, mais effectivement c'est les cas qu'il faut peut-être détecter. Et peut-être qu'une partie des choses, c'est justement les parents qui ne participeraient pas à ces évaluations pourraient être justement des alertes et comprendre. Alors il peut y avoir les 10% de la population qui sont en situation d'électronisme, il faudra les accompagner, ça veut dire qu'il faudra accompagner les populations qui sont en situation d'électronisme. Pour les parents qui ne parleraient par exemple pas le français, les situations et le numérique est justement là pour ça, on peut adapter le numérique à toutes les langues, donc ça ne sera pas une limitation. Pour les parents qui sont en situation de handicap parce qu'ils sont mal ou non voyants,
Il y a des outils aussi qui permettent ça. Donc, le numérique à l'heure actuelle permet de répondre à énormément de soucis. Je pense que la plus grande difficulté dans laquelle vous allez vous retrouver confronté, c'est la résistance au changement. Donc, ça veut dire arriver à avoir des gens en face qui vont comprendre l'intérêt de l'outil et qui vont comprendre que c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt des enfants. Donc, Merci vraiment, docteur, d'être venu à notre rencontre pour cette audition. Je précise à tous nos collègues qui nous suivent que nous reprendrons nos travaux dès 14h en recevant les dirigeants de Léa et Léo, puis les auteurs du rapport de l'IGAS et de l'IGF sur les microcrèches, et enfin des représentants de la direction de la Sécurité sociale du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Je lève la séance. merci.